Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes per detail. Bon, on s'est connus, ça va faire écho à un passage dans un de tes histoires de Daron, c'est qu'on s'est connus, moi j'étais en colonie de vacances. Ok. Et Alix, elle était mono de la colonie de vacances. Donc j'avais 13 ans, elle en avait 18 par là, 19. J'aurais aimé avoir la caméra. Tu sais, de temps en temps, la vidéo me manque juste pour que les gens puissent voir ton regard de côté en train de boire, en train de faire « Oh putain de merde ». Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Dans cette émission, un mardi sur deux et tous les vendredis, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils y ont été éduqués? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je fais parler mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. J'anime des émissions de conversation sur différents sujets, la paternité, la maternité, le succès, les masculinités et bien sûr l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web fabflorent.com, fabflorent.com. Pour revenir à l'argent, je me suis également formé à devenir spécialiste de la relation à l'argent et j'accompagne désormais des dirigeantes, des dirigeants, des freelances, mais aussi des salariés à transformer durablement leur relation à l'argent. Pour en savoir plus, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire pour me dire que l'histoire d'argent vous a beaucoup aidé à apaiser votre relation à l'argent et vraiment, j'en suis ravi. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant de l'argent avec votre carte bleue ou en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast dans votre application de podcast préférée, en particulier Apple Podcasts et Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous. S'il vous a plu, je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Enfin, dernière chose, venez commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Discord, c'est un petit logiciel assez génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez me suivre également sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui est dédiée à l'argent et vous trouverez toutes les infos, encore une fois, pour me contacter dans les notes de cet épisode si vous souhaitez passer à mon micro. Merci d'avance et bonne écoute. Vous allez peut-être entendre le ventilo parce qu'il fait extrêmement chaud, mais en tout cas, merci beaucoup à Alix et Maxime d'être venus et d'avoir bravé la chaleur et le bruit et le monde à Paris pour venir me voir. Vous qui venez de votre Bretagne. Ouais. Natal pour toi, Alix, c'est ça? Ouais. D'adoption pour moi, ça marche. Ok. Naturalisé breton. Naturalisé. J'ai fait des enfants avec Bretonne, ça c'est bon. Ah oui, ça te lock direct. Tu es verrouillé, tu es désormais breton c'est obligé. Bienvenue, merci à tous les deux. Vous m'avez envoyé un mail. Alix, c'est toi qui m'as envoyé un mail, je crois. Il y a l'année passée. Il y a à peu près un an, c'était en août 2023, j'ai retrouvé le mail où tu me racontais un petit peu votre histoire d'argent à tous les deux. Mm-hmm. Et Maxime qui fait oui, regardant dans le vide, très bien. Merci beaucoup. Vous, en gros, ton titre, Alix, c'était vivre une liquidation judiciaire en couple. Voilà, c'était autour de ça en tout cas. Ouais. Ça fait partie de votre histoire. Ouais. Et la liquidation judiciaire de mon entreprise à moi. Ta boîte à toi. Très bien. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu tous les deux? Alix, si je me trompe pas, t'as 28 ans, c'est ça? On peut, mais non. J'ai 34. Eh ben voilà, c'est l'inverse. Non, mais bravo, tu es très jeune. Toutes mes félicitations. Merci. Ok, donc c'est toi le petit jeune, Maxime. C'est moi qui ai 29 du coup maintenant. Ouais, ok. 28 à l'époque. Mais... Vous avez 2 enfants tous les deux et vous êtes ensemble depuis donc 10-11 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc vous êtes connus jeunes, quoi. Ouais. Ouais. Bon, on s'est connus, ça va faire écho à
un passage dans un de tes histoires de daronne, c'est qu'on s'est connus. Moi, j'étais en colonie de vacances. Ok. Et Alix, elle était mono de la colonie de vacances. Donc j'avais 13 ans, elle en avait 18 par là, 19. J'aurais aimé avoir la caméra. Tu sais, de temps en temps, la vidéo me manque juste pour que les gens puissent voir ton regard de côté en train de boire, en train de faire oh putain de merde. Je pensais pas qu'on le dirait. Ok. Ah si, moi j'étais sûr que ça allait venir à un moment donné. Ouais, ok, d'accord. T'as décidé de tout balancer dès le début. Non, mais d'accord, mais bon, dès le début, c'est. Ok. Et bref, on a gardé contact pendant 6 ans, du coup, jusqu'à ce que je sois majeur. Et puis après, je suis arrivé en Bretagne pour fêter mon bac. Et on s'est mis ensemble. Rapidement. Et on a habité ensemble rapidement. Ah ouais, ok. Parce que j'avais pas de boulot. Ok. Ouais. Et ce que Alix, tu me racontais dans ton mail, c'est que vous avez une histoire d'argent qui est un peu complexe. Vous avez vécu, dis-moi si je me trompe, mais la plupart de votre vie de couple à découvert. Ah oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Et vous êtes allé jusqu'à moins 2000, tu me disais. Ouais. Ok. Plus cette liquidation du... Moins 2000 sur ton compte courant. Oui. Ah oui, donc en tout cumulé, je sais pas, peut-être plus. Mais... Ouais, non, on était plus que ça. Moins que ça. Je sais pas comment le dire. Mais ouais. Plus que ça. Ouais. En moins. C'est ça. Et s'ensuit également cette liquidation dont tu vas nous parler, Maxime. Mais ok, donc en gros, ça a l'air d'être compliqué. En tout cas, en août, c'était complexe. Ouais. La situation avait l'air complexe. Je vous l'ai pas dit, mais l'une des raisons pour lesquelles je vous ai pas répondu, c'est que j'avais un peu l'impression que vous étiez un peu le nez dans le caca, tous les deux. Ouais. Et que j'aime bien ne pas prendre les gens avec leur nez dans le caca à ce moment-là. Ça peut être intéressant par certains aspects, mais là, je sentais que ça avait l'air compliqué, quoi. Ouais. Et tu m'as relancé en début d'année en me disant on sort un peu la tête de l'eau et c'est cool, quoi. Ouais. C'est ça ? Ouais, carrément, ça va beaucoup mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question parce que moi, j'écoutais Histoire d'argent pendant la liquidation et je me disais, oh putain, ça pourrait être hyper intéressant comme histoire. Et quand le temps que ça chemine, qu'on se décide, en fait, c'est vrai qu'on était encore dans le dur. Ouais. Et en fait, on se disait, on t'a laissé le choix, quoi. C'est soit ça t'intéresse de nous prendre alors qu'on est vraiment 6 pieds sous terre, soit on attend un peu, quoi. Voilà, j'essaye, en tout cas, c'est vrai que je vous ai pas répondu sur le moment, mais il y a un peu un truc de, on verra comment ça se goupille, quoi. Tu vois, de temps en temps, il m'arrive de mettre des mails dans un coin, là, comme ça. C'est très probable que je vous aurai relancé cet été. On va vous dire comment vous en sortez depuis. Mais merci d'avoir relancé. Je le dis régulièrement. Si vous m'avez envoyé un mail, je reçois trop de mails. N'hésitez pas à me relancer. Ça veut pas dire que je ne lis pas. La preuve, je lis tout. En attendant, je réponds pas à tout le monde parce que c'est trop compliqué ma vie sinon. Bon, j'aimerais bien qu'on se lance un petit peu dans votre relation à l'argent et dans vraiment de rentrer dans le vif du sujet du podcast. Alors, je sais pas qui a envie de démarrer, mais en fait, si je vous dis argent, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je commence du coup. Vas-y, Alix. Ouais. Moi, c'est la sérénité. Ok. Que ce soit le manque d'argent, manque de sérénité, et présence d'argent, présence de sérénité. Ok. C'est très corrélé pour moi. Je sais qu'il faut rien projeter dessus, mais vraiment, ça reste. J'en suis pas encore là. Ok, très bien. Et toi, Maxime ? Moi, c'est sale. L'argent sale, l'argent immonde, l'argent qui corrompt, l'argent qui... Ah ouais, non, vraiment, tout ce qu'on peut trouver de négatif à l'argent, je projette tout ça dessus. Encore aujourd'hui ? Parce que... je travaille dessus, mais... Spoiler, mais tu me racontais que tu as vraiment écouté tout Histoire d'argent, ouais. donc... non, mais du coup, je travaille dessus, effectivement, et je déconstruis pas mal de choses, mais ça reste quand même compliqué au quotidien de mettre en application des choses qu'on sait. Ok. Même si effectivement, l'argent n'est qu'un outil, etc., mais non, aujourd'hui, c'est encore assez difficile. Ouais. Ok. Je repousse moi l'argent. En fait, je fais en sorte d'en gagner le moins possible. Bah oui. C'est pour être le moins sale possible. Bien sûr. On est là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que je sais d'où ça vient. Donc, on va en parler. Travailler là-dessus. Est-ce que tu te vois de temps en temps au quotidien te faire attraper entre guillemets par ces projections, à te dire, à projeter un truc de l'argent c'est sale? Si t'as posé la question à toi, moi je regarde. Oui. Maxime vient de se retourner vers Alix. C'était très intéressant. J'entends que c'est un vrai sujet de discussion entre vous, c'est ça?
C'est pour ça que tu te retournes vers Alix à ce moment-là. On discute pas mal et puis surtout en sachant qu'on allait passer, on a pas mal débriefé et le fait qu'ils se mettent à écouter Histoire d'argent, ça nous a amené à discuter pas mal de trucs. J'ai entendu prononcer des phrases que jamais j'aurais pu penser l'entendre prononcer un jour. Donc, comme quoi j'ai le droit de dire? Ouais, vas-y. Je sais pas, par exemple, mon objectif c'est le million. Oh wow. C'est des trucs, voilà. Je travaille sur moi, comme j'ai dit. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec un repousseur, tu vois, je pensais pas qu'il dirait ça un jour. Ouais. Et donc ça veut dire que tu 1 million de quoi? De caca, c'est ça? C'est vraiment dans la merde avec un million. Mon objectif, c'est de faire 1 million de CA sur ma boîte. Ok, voilà. Énorme. Ouais. Pour un repousseur, dis donc. Bah ouais, du coup ça me force à prendre sur moi et à aller chercher de l'argent. Ouais. Chose qui est très compliquée à faire. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Mais donc je te disais, est-ce que tu te vois de temps en temps te rendre compte de te faire attraper par tes projections de l'argent c'est sale au quotidien? It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24/7 to answer questions and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. Ben, un petit peu, ouais. En fait, c'est surtout je le vois surtout dans la projection que j'ai sur les autres. Ah, ok. C'est là que c'est le plus évident. C'est quelqu'un qui a une belle voiture ou une belle maison ou machin. Tout de suite, j'ai un a priori négatif sur cette personne-là. Okay. Je travaille dessus, notamment en communiquant et en rencontrant des chefs d'entreprise, etc., qui ont des belles voitures et des belles maisons. Mais voilà, ça reste un petit peu. Mon premier avis reste quand même celui-là, même si derrière j'arrive à peu près à passer ce cap-là, quoi. Mais non, ça reste bien ancré, quoi. D'accord. Bon, on va en parler, j'imagine. On peut peut-être continuer avec toi, Maxime. Si tu as un souvenir d'argent à nous partager, un souvenir d'enfance marquant. Alors, j'ai mon premier souvenir lié à l'argent, c'est simple, c'est basique. C'est mon petit frère et moi qui allons à la boulangerie acheter des bonbons avec nos pièces en francs. Bah oui. En francs. Attends. Ouais, je suis né en 95. Bah oui. Bah ouais, mais j'ai connu le franc. Bah oui. Mais pas longtemps. Donc c'est à dire que c'est un souvenir qui est quand même très vieux. Donc c'est premier souvenir. Et ensuite, deuxième souvenir, c'est quand j'ai compris que j'étais riche par rapport aux gens qui m'entouraient là où j'habitais. Ok. Pour expliquer, j'habitais dans le 91. Mon école était située en plein milieu de la cité. Moi, j'habitais dans un pavillon un peu plus loin, à 1 ou 2 kilomètres. Mais du coup, tous mes copains vivaient dans les appartements dans la cité. Et un jour, j'ai demandé à mes parents pourquoi on n'allait pas vivre dans la cité, en fait, avec mes potes. Parce que moi, j'avais envie d'aller vivre dans la cité avec mes potes. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'argent m'empêchait... en tout cas, l'argent... T'empêchait ? Non, pas... C'est difficile à exprimer. J'ai même pas réussi à le mettre sur papier, tu vois. Ok. En gros, parce qu'on avait de l'argent, on avait un statut social différent. Ça, le fait d'être blanc, ça joue. Et du coup... j'étais supérieur sans le vouloir à ceux qui m'entouraient dans mon école, tu vois. Et ça m'a horrifié, quoi. Ok. Ça m'a horrifié. Et du coup, j'ai toujours fait en sorte d'être blanc mais pauvre. Mais comment dire,
tes parents ont joué d'une manière... Enfin, est-ce que l'attitude de tes parents, des petites phrases, etc., ont joué d'une manière ou d'une autre sur ce comportement ? Ouais, bah complètement. En fait, mes parents, ils avaient peur de se faire cambrioler tout le temps. On a fini par déménager à cause de ça. Puis c'est des prolétaires qui ont réussi à monter un peu l'ascenseur social. Aujourd'hui, ils vivent très confortablement. C'est-à-dire que normalement, tu veux dire que globalement, peut-être tes grands-parents auraient vécu dans la cité. C'est ça ? Oui, bah mes grands-parents maternels ont vécu dans les. Moi, c'était pas une cité non plus, mais c'est Air France à l'époque. Ils avaient construit des logements pour ces ouvriers. Mes grands-parents vivaient là-dedans. Okay. Donc ma mère a grandi dans cet environnement-là. Mon père vient plus de la campagne. Okay. Mais oui, si mes parents étaient restés des prolos, bah, on serait resté vivre dans ce milieu-là. Okay. Quoi. Donc tu veux dire qu'il y a vraiment l'état d'esprit du prol, quoi, comme je l'appelle de temps en temps. Et c'est jamais. En plus, ils m'envoyaient après dans négatif. Un collège privé parce qu'ils avaient peur que je tourne mal en restant avec mes copains. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Donc, Donc toi, à chaque fois, c'était là. En fait, l'argent, finalement, m'empêche d'être avec mes potes, quoi. Oui, puis de vivre la vie que j'ai envie de moi vivre. Du coup. Parce que moi, j'ai envie de vivre avec mes potes. J'ai envie de. Oui. Ok. Enfin, c'est en gros, l'argent influe mon quotidien et j'ai pas la main dessus. Ok. Donc autant en avoir le moins possible afin de... Bah que ça influe le moins possible. Pas mal, hein. Voilà. Bien ouais, Maxime. Non mais c'est cool de se rendre compte d'avoir pris conscience de ça, quoi. Ça a été un long processus. Et beaucoup d'épisodes d'Histoire d'argent. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que souvent les gens qui pensent que l'argent est sale ont un mal fou à venir à Histoire d'argent parce que c'est sale. Donc t'as pas envie d'écouter, de mettre de la merde dans tes oreilles finalement. Hein. Qu'est-ce qui t'a incité à venir l'écouter ? Qu'est-ce qui m'a incité à venir écouter Histoire d'argent ? Ouais, le podcast. Ma femme. Ok. Elle se marre derrière. Voilà. J'ai dû commencer par le bon épisode. Je sais plus lequel j'ai fait en premier, mais j'ai essayé de prendre un truc justement pas trop... Un histoire de couple, je crois que c'était. J'avais pris un histoire de couple et... Je sais plus qui c'était. Si, avec Steven. Ouais. Je sais pas, qui pense un peu de la même façon. Jeanne et Steven. Voilà. Jeanne et Steven, j'ai fait exprès de pas prendre un où c'est justement quelqu'un qui a une conception de l'argent complètement différente pour qu'ils partent pas dans les tours en fait dès le premier et que voilà. Et le fait d'entendre justement Steven dire que lui il avait commencé par un épisode qu'il avait mis en colère, et ben je pense que ça a piqué un peu la curiosité. Okay. Et du coup après Alix elle m'a dit par contre faut que t'écoutes dans l'ordre. Le premier avec Christian et après tu peux. C'est ça. Voilà. Ok, c'est très marrant. J'ai pas tout à fait écouté dans l'ordre, j'ai écouté surtout ceux qui m'intéressaient au début et puis au final je les ai tous écoutés. Tu fais comme tu veux. Hein. Voilà. C'est ça. Trop bien. Et bah bravo Alix, en tout cas je vois vraiment que tu as mis en place une stratégie. Écoute, si ça peut aider les autres meufs qui veulent ramener leur gars à Histoire d'argent, ça peut peut-être être utile. Ça fonctionne. Faut y aller par graduation. Parce que je racontais effectivement off que souvent c'est les femmes qui m'écrivent dans les couples pour que les couples viennent parler. C'est souvent les femmes qui m'écrivent et parfois j'ai des gars qui sont venus et qui avaient jamais écouté un seul épisode et je sentais moi quelque part qu'ils venaient un peu traîner quoi, tu vois. C'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, mais j'en ai eu quelques-uns et je me dis ah non j'aime pas du tout. En tout cas les premiers c'était un peu dans cette idée-là. Je me disais j'ai pas envie que ce soit comme ça quoi. Donc déjà mettre le mec en copie. Donc si vous êtes une femme et que vous voulez m'écrire, même si vous êtes un mec et que vous voulez m'écrire pour l'histoire de couple, n'hésitez pas à mettre votre conjoint ou votre partenaire d'une manière générale en copie. Ça me permet de me rendre compte que les deux sont au diapason, ce qui est toujours bien. Bah après le premier mail on l'avait rédigé à deux. C'est pas juste moi qui l'ai écrit, qui l'ai envoyé. Vous l'aviez écrit en on. Ouais. C'était depuis mon adresse mail, mais on avait fait ensemble. Parce que moi j'avais lancé l'idée, ça a mis quelques mois avant qu'il m'en reparle et qu'il fasse son chemin. Et finalement c'est un soir un peu déter où tu m'as dit vas-y on écrit le mail. Et voilà, donc il était dans la boucle dès le début. Ok, trop bien. Alix, à ton tour. Oui. Ton souvenir marquant. C'est les petites maisons en carton qu'il fallait construire quand on était à l'école primaire pour mettre les pièces jaunes. Ok. La collecte de pièces jaunes là, de Bernadette Chirac. Et moi, c'est vraiment... ah non, mais ça va... Enfin, vraiment, à chaque fois... C'était quoi ? C'était le fait de construire les petites maisons ? Non, alors en fait, j'y ai réfléchi parce que je comprenais pas en quoi ce souvenir était important. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà une espèce de politisation liée à l'argent. Parce que moi, je viens d'une famille... Télérama, Canard enchaîné, les Guignols de l'info. Ok. Et du coup, pour moi, Bernadette Chirac, c'était un peu une pauvre nana
bon, il y avait pas beaucoup de respect dans la famille pour ça. Et en plus, comme elle était de droite, l'ont sali de ouf. Elle a pris cher, quoi. Terrible. Hein, ouais. Vraiment. Enfin, moi, je la trouvais ridicule avec mon regard d'enfant. Et en plus, elle était de droite. Donc, pour moi, les gens de droite, ils s'intéressaient pas aux pauvres. Et du coup, en fait, je sais que c'est vrai que tous les ans, ça me faisait bugger quand la maîtresse, elle nous distribuait les petites maisons. À côté, c'est pour ça que je ris, c'est qu'il a failli s'étouffer avec sa flotte. Non, mais c'est vrai. La maîtresse nous demandait de construire les petites maisons parce que voilà, c'était une initiative de Bernadette Chirac et je comprenais pas parce que comme elle était de droite, elle s'occupait pas des pauvres et comme les petites pièces jaunes après, c'était un don à une association. Je trouve ça dans mon cerveau d'enfant, je sais que ça buguait un peu parce que j'arrivais pas à savoir du coup si c'était sincère. Okay. Ou si c'est juste pour faire bien parce que c'était la première dame et qu'il fallait bien qu'elle se trouve une occupation ou voilà. Et c'était en primaire, vraiment, je sais que tous les ans, je me posais la question. T'en as parlé aux adultes autour de toi, à ta maîtresse ou tes parents? Pas de ce côté-là, très politisé. Je crois que j'ai gardé ça pour moi parce qu'en plus, ça m'est revenu qu'assez tard. Ok. Mais après, j'aimais bien le côté un peu petit trésor, quoi. Plus la maison était pleine et plus j'avais un sentiment de satisfaction. Et je pense qu'en plus, en tant qu'enfant, il y avait le côté je contribue autant que les adultes à une association, en fait. C'était assez gratifiant pour moi de me dire voilà, je taxe tous les adultes que je connais de leurs petites pièces jaunes dont ils se servent pas et moi, je vais réussir à faire un don via l'école. Donc, il y avait un côté, je sais pas, un peu... Robin des Bois. Ouais, non, mais vraiment, en plus, j'adorais ce genre de film quand j'étais enfant. Donc, il y avait vraiment ce côté, effectivement, Robin des Bois, de je fais la collecte des petites pièces d'or et je les donne aux pauvres, quoi. Ok. Tu disais que tu venais d'une famille Télérama, Canard enchaîné. Tout le monde voit de quoi je parle quand je dis ça. Ouais, donc on pourrait dire plutôt une famille de gauche, d'intellectuels, avec une projection sur l'argent. Potentiellement, l'argent c'est sale. Oh bah de ouf. Ok, oui. Ouais. Oui, un père fonctionnaire. Ok. Une mère pas fonctionnaire, mais dans le milieu de l'art. Archéologue. Ok. Donc fonctionnaire milieu de la culture. Ok. Ma mère créait des expositions dans le domaine de l'art. Donc vraiment tous les deux, effectivement, la gauche intellectuelle, quoi. Ok. Et oui, non, l'argent c'était pour les gens de droite. Ok. Ou alors il fallait qu'il soit redistribué. Oui. Bien sûr, comme les pièces jaunes. Exactement. Du coup, je redistribuais à mon échelle, tu vois. C'était important. Ok. Tu peux, en fait, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que ça a généré chez toi comme rapport à l'argent en grandissant? Écoute, justement, je trouve que j'ai pas eu un rapport très conflictuel à l'argent parce que dans ma famille, on était relativement à l'aise, on n'était pas riches ni aisés, on était typiquement dans la classe moyenne. Mais quand j'étais enfant... Maxime n'est pas d'accord. Si. C'est toujours intéressant ce truc de ce que ça veut dire classe moyenne. Bretagne. Ah oui, c'est pas en région parisienne, oui, c'est pas pareil. Non, mais je veux dire, à mon échelle d'enfant... C'est intéressant, qu'est-ce que tu veux dire par là? La vie est quand même vachement plus simple avec le même niveau de revenu en banlieue rennaise qu'en banlieue parisienne. Ça a quand même rien à voir. Même avec le même niveau de revenu monétaire, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, non, mais c'est vrai. C'est juste là-dessus. Non, mais je vois pourquoi tu dis ça en plus, parce que moi, je suis vraiment, dans mon petit monde. Elle est naïve. Vraiment... En fait, c'est intéressant parce que souvent, il y a ce vrai truc de qu'est-ce que ça veut dire la classe moyenne? Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression, en plus aujourd'hui, j'ai l'impression que les écarts se sont creusés. C'est qu'il y a vraiment la classe moyenne pauvre. Des gens qui sont certes pas au SMIC et pas en train de galérer tous les mois, qui ont un salaire un peu plus élevé, mais qui... Déjà, échappent de ce fait-là, n'ont pas du tout accès à toutes les aides qu'il peut y avoir, etc. Parce qu'ils ont un niveau de salaire qui leur sort de cette branche-là. Et puis, ça peut aller jusqu'à la classe moyenne plus riche, quoi, tu vois. Donc, ça veut vraiment rien dire. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un vrai truc aussi chez les intellectuels de gauche de venir dire que nous, on est de la classe moyenne, quoi. Ouais. C'est pas des bourgeois. Ça permet de pas dire, effectivement. Non, mais c'est vrai. Après, ils sont pas bourgeois non plus. Ah. Dans le sens même financièrement, c'est pas des bourgeois. Ça veut rien. Ça veut dire quoi bourgeois pour toi déjà? Tu vois, pour moi ça veut rien dire. Déjà dans la bourgeoisie, il y a une conception de l'argent et justement il y a des projections sur l'argent qui est vraiment spécifique à la bourgeoisie, sur le fait d'en accumuler, d'accumuler un patrimoine, d'accumuler ce genre de trucs. À la limite, eux, ce serait du patrimoine culturel, mais qui leur appartient pas. C'est plus des connaissances et
et une représentation de l'art. Ça leur appartient, c'est-à-dire que ils ont quand même donné ça à Alix, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc à un moment donné qui se lègue d'autant plus facilement que ça te file des. Non. Ouais, si. Non, si. Je pense qu'effectivement, pour le côté bourgeoisie, c'est vrai que moi, j'ai tendance à projeter sur ce terme le côté, on va essayer d'augmenter le patrimoine de la famille, ce qui n'était pas du tout le cas chez moi. Après, moi, il y a une espèce de scission entre ma période d'enfance, vraiment, et puis après, plus tard à l'adolescence, où j'ai plus le même modèle. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, l'argent faisait pas spécialement partie du quotidien, c'était pas un souci, c'était pas un manque. Je sais que nous, on achetait des chocs à pic, alors que mes copines, elles avaient la marque Repère, par exemple, pour certaines. Et ça, je m'en suis rendu compte que très tard, parce que pour moi, on préférait les chocs à pic, donc on prenait les chocs à pic, c'était normal. C'est sûr. Et non, mais je me rendais pas compte. Et puis en plus, moi, j'ai grandi dans une ville dans la banlieue rennaise, effectivement, mais très aisée. Donc toutes mes copines étaient plutôt riches. Et moi, du coup, j'étais un peu moins riche qu'elles, mais il n'y avait pas un gros manque. Enfin, j'avais pas l'impression. Je faisais pas d'activité extrascolaire, mais ça m'a jamais dérangé. J'avais un vélo, je faisais ma vie en vélo, j'allais voir mes copines. Et voilà, c'était quelque chose de très simple et j'ai jamais perçu ça comme quelque chose de compliqué à obtenir. En fait, c'est juste là, on travaille pour l'avoir. Et puis, en plus, mes deux parents avaient un métier passion, donc c'était vraiment genre, on fait des trucs qu'on kiffe, on nous donne de l'argent en échange et on le dépense au quotidien pour notre confort. Donc, j'avoue que moi, j'étais pas très... Je te vois réagir, Maxime. Non, je fais toujours plein de têtes. Ouais, mais elle veut dire des trucs, non? Non, mais si, effectivement. Non, mais en fait, c'est que t'étais pas riche parce que tu vivais entouré de riches. Oui, je pense que ça aurait été ailleurs. On aurait pu avoir la même... je pense qu'on a dans notre enfance, on avait à peu près le même... nos parents avaient à peu près les mêmes revenus. Bon, mes parents un peu moins, mais... T'es sûr de ça? Vous avez posé la question? Ouais, moi j'ai posé la question de mon côté, t'as posé... Toi, tu sais à peu près... Bon, on n'a jamais comparé. Enfin, moi, je sais que mes parents, ils étaient autour de 2000 € pour mon père, genre 1500 pour ma mère, quelque chose comme ça. Mes parents, c'était pas loin d'être ça aussi. Ouais. Quand on avait à peu près le même âge, donc à 6 ans d'intervalle. Mais moi, je vivais parmi des gens plus pauvres. Et en fait, c'est vraiment là que ça joue, quoi. Oui, et puis surtout, j'ai l'impression que, contrairement à la famille... Moi, ils sont droite, mes parents, donc... Allez, bam. J'en profite un peu. La première balle perdue. Mais moi, j'y mets aucun jugement, hein, tu vois. Justement, ça a l'air de te faire marrer, mais moi, je m'en fous complètement. Pour moi, ça veut rien dire, tu vois, dans l'absolu. Être de droite, il y a être de droite. Enfin, il y a 1000 façons d'être de droite. Et encore une fois, c'est un truc dont je parlais, je crois d'ailleurs dans le Fab et Mimi Show à un moment donné, c'est que il y a une forme, je trouve. Chez les gens de gauche, de contrôle social autour de... Dès que tu fais un truc qui sort un petit peu, et souvent ça va en rapport avec l'argent, on va pas se déconner, dès que tu fais un truc qui sort un petit peu des codes de ce qu'on attend de quelqu'un de gauche, ça y est, t'es de droite. Et en fait, c'est un peu comme dire, t'es qu'un con, quoi. Tu vois, c'est vraiment dur. Ouais, moi, il y a une phrase que... Je sais plus si c'est toi qui l'as eu ou en tout cas, elle m'a popé en écoutant tes podcasts. C'est... faut arrêter d'avoir peur de l'argent pour ce qu'on projette, mais le prendre pour ce qu'il est. Donc un outil. Et d'où mon idée d'aller chercher le million, c'est que, en fait, je sais que je trouve que l'argent est sale, etc., mais aussi parce que j'en ai peur. Et pourquoi j'en ai peur? Parce que j'en veux. Merci. Le désir caché derrière la peur. Merci. Oh là là, Maxime, t'as taffé de ouf, hein. Ouais, je t'ai ramené un gros poisson, là. Oh là là, merci. T'as tellement raison. C'est un chemin que je fais depuis août l'année dernière, quoi. Donc ça se fait pas du jour au lendemain non plus. C'est souvent l'un des trucs que je perçois, moi, chez les gens qui se disent anticapitalistes, etc. Tu vois, c'est quand tu creuses un petit peu, en fait, il y a un vrai désir aussi refoulé, hein, très souvent, très inconscient, de finir par vouloir avoir de l'argent, en fait. Et comme tu te considères que ça n'est pas pour toi, parce que pour plein de raisons qui appartiennent à ta famille, parfois depuis des générations, etc., tu préfères dire non mais ça j'en veux pas, c'est pas pour moi, c'est sale, c'est dégueu, et puis c'est de droite et c'est machin et c'est de la merde et c'est anticapitaliste, etc., etc. Alors qu'en fait il y a des histoires très personnelles qui peuvent permettre de dénouer ça, quoi. Mais rien n'empêche de vouloir de l'argent tout en étant anticapitaliste, hein. Tout à fait, parce que... Et ça j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, mais en vrai... Tu peux être les deux. Ouais. Mais je sais que nos premières conversations, c'était vachement sur ça, où j'essayais de te faire dissocier l'argent
du système. L'argent, l'outil. Dans lequel on est. Mais les premières fois, ça t'a fait bugger complet, quoi. C'était vraiment dur. J'ai mis quelques non, mais mois c'est hyper compliqué, je pense, de dénouer ça. Bien sûr, quand t'as projeté que le capitalisme, c'était de l'argent, c'est sûr que c'est vachement plus simple de dire, de ce fait-là, moi, je suis anticapitaliste, je suis anti-argent, tu mets tout dans le même sac, allez hop, ça dégage. Et puis anti-propriété. Puis après, ça va être intéressant. Le jour où tu auras le million, tu reviendras dans ce podcast et puis on discutera de ton nouveau statut de bourgeois. Avec plaisir. Million de chiffre d'affaires, j'ai précisé, sur mon entreprise. Oh, c'est pas un million dans la poche. Attends. Ouais, je pense qu'après, il y aura le travail à faire sur l'argent de l'entreprise et l'argent perso. On n'a pas eu le temps de le faire sur la dernière entreprise. Enfin, on va commencer un peu. Mais ce sera un long travail, ça aussi. Effectivement. Je suis plus tout seul, là. Donc c'est bon. Ouais. Je suis bien placé pour en parler. Mais je me suis bien entouré, normalement. C'est cool. Alix, tu me disais tout à l'heure qu'il y a eu un shift dans ton histoire à l'adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je pense que c'est important pour comprendre. En fait, moi, ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Donc mon père nous a élevés toute seule, moi et ma sœur, pendant 2 ans. Et jusque-là, on a gardé à peu près le même schéma que pendant mon enfance, le même rapport à l'argent. Et en fait, après, il s'est remis en couple avec la personne qui est encore ma belle-mère aujourd'hui, qui, elle, a une conception très différente de l'argent. Et en plus, on n'avait pas vraiment d'atomes crochus toutes les deux, donc je me suis vachement construite contre elle. Donc t'avais 10 ans, c'est ça ? Ouais, quand elle a commencé à venir vivre avec nous. En plus, elle est arrivée, la pauvre, en plein préadolescence. Clairement, je lui ai mis la misère. Et c'est vrai que l'argent a cristallisé énormément de choses à cette période-là. Donc, ça m'a pas marqué dans le sens où je pense que j'en ai pas les mêmes séquelles que si j'avais grandi avec ce schéma familial-là, parce que je m'étais déjà construite avant. Mais du coup, je pense que ça a conditionné quand même quelques petits trucs par la suite. Et en quoi ça a changé alors ? Ma belle-mère, elle vient d'une famille qui a de l'argent, beaucoup, qui se le transmet avec des gros héritages. Okay. Mais il faut pas toucher aux héritages. Il faut pas dire combien il y a. Je sais que je lui ai posé la question avant qu'on vienne là. Enfin, j'ai prévenu mes parents que on venait parler d'argent avec toi pour qu'on en discute un peu. Et j'en ai profité pour lui redemander parce que je me dis ça va, j'ai 34 ans. Enfin, de toute façon, voilà, ça me concerne pas. Ouais. Et tu vois, elle a pas voulu lâcher le montant. C'est toujours très évitant. Elle peut te donner 2-3 indices pour que tu essayes de faire le calcul dans ta tête, mais voilà, pas moyen de le lâcher. Est-ce qu'elle-même le sait ? Tu sais, parce qu'il y a aussi parfois... Oui. Okay. Je pense que oui, parce que pour le coup, elle a très peur de manquer. Okay. Donc c'est important pour elle, je pense, d'avoir ce chiffre en tête et de le garder un peu en ligne de mire. Il y a un côté aussi loyauté familiale de pas dilapider cet argent, de pas l'utiliser pour rien. Tellement intéressant. Voilà. Et puis du coup, elle avait peur au quotidien, alors on vivait confortablement, mais je sais qu'à partir du moment où elle est venue vivre avec nous, des choses qui n'étaient pas un souci avant se sont mis à devenir des problèmes. Comme quoi, par exemple ? M'acheter une nouvelle paire de jeans parce que j'avais grandi, ou... donc t'es allée avec des jeans trop petits à l'école, c'est ça ? Troués. En fait, je les trouais vachement facilement parce que je m'asseyais en tailleur. Du coup, elle trouvait que je les usais trop vite et du coup, c'était compliqué à chaque fois d'obtenir un nouveau jean ou certains de l'alimentation, par exemple. Je te disais qu'on avait des chocs à pic quand on était enfant. Ah oui. Là, c'était un peu rationné. Elle trouvait qu'on mangeait trop vite, par exemple, le paquet de céréales. Donc, c'était toujours un peu... voilà. Okay. Donc, en fait, c'est des trucs, tu vois, où j'avais pas du tout expérimenté ça enfant. Je trouvais ça un peu con, en plus, à l'adolescence. Et ton père, lui, avec sa conception à lui de l'argent, il faisait comment entre... Mon père s'est transformé en gros canard en fait. Donc il était complètement évitant, il prenait pas part et sa phrase préférée c'est devenu pas de polémique. Ah ouais. C'est comme ça qu'il gérait le truc, c'était pas de polémique dès qu'on commençait à monter un peu dans les tours toutes les deux. Donc en fait ça résolvait pas le problème et voilà. Très bien. Mais c'est pour ça, voilà, je pense que c'est important pour la suite. Oui, c'est que ça t'a... Est-ce que tu as la sensation avec le recul qu'elle est venue te cristalliser des peurs aussi par rapport à l'argent que tu n'avais pas forcément auparavant ? Non, au contraire en fait. Okay. Je me suis construite vachement dans le rejet face à ça. Donc en fait, avoir peur de manquer, pour moi, j'ai trouvé ça complètement idiot. Ok. Et c'est devenu une question sur laquelle je me suis plus posé la question. Ok. Donc pour ça, tu t'es maqué avec un repousseur. C'est ça ? Voilà. Tu t'es dit, là au moins je vais pouvoir
expérimenter la peur de manquer de ouf, quoi. Ah bah là, elle expérimente bien. Ouais. Bah, je pense que heureusement ça va que j'étais pas trop stressée de base parce que sinon j'aurais peut-être un peu plus flippé. On n'aurait pas tenu. Ouais. Parce que pour donner une idée, moi je suis arrivé en Bretagne avec un bac pro en poche. J'ai bossé un peu à droite à gauche, mais clairement je gagnais pas un SMIC, quoi. Ouais. Et je crois pas avoir gagné un SMIC avant peut-être 3-4 ans. Ouais, à peu près, ouais. je pense, ouais. On vivait majoritairement sur mon salaire d'instit. Donc ouais, toi t'es instit, c'est ça? T'es en train de... T'es en reconversion, c'est ça? Oui, c'est ce je suis que en tu me disais reconversion professionnelle, ouais. Dans ton mail, donc là t'es en pleine reconversion, mais effectivement t'étais instit jusque-là, donc t'as suivi un peu les traces de papa-maman, quoi, tu vois. Ah bah tout à fait. Fonctionnaire. On pourra quoi. en parler de ma carrière professionnelle et de pourquoi je suis allée là-dedans, mais ouais. Et puis à l'époque t'étais instit à 1680, t'étais pas instit à 2000 comme aujourd'hui. Ouais, non, bah c'était ma deuxième année d'exercice quand on s'est mis ensemble, donc j'étais vraiment au tout début de la grille salariale. Et c'est intéressant parce que je me demandais un petit peu par rapport à vos différences de fonctionnement, d'appréhension de l'argent, etc. Quand votre couple se crée, là, parce qu'en plus, vous vous connaissez depuis longtemps. Je sais pas si à quel point l'argent devient un sujet et quand est-ce que l'argent devient un sujet, quoi. Bah, immédiatement. Ouais. Immédiatement parce que quand... en gros, moi, j'étais en alternance pour faire un BTS. Et du coup, on s'est mis ensemble en même temps. Donc au final, j'avais passé quasiment tout mon temps chez elle. Et puis j'ai arrêté mon alternance pour trouver un CDI parce que financièrement, j'arrivais pas à suivre. J'avais 2 loyers à payer parce que mon alternance, mon entreprise était loin de l'école. Enfin bon, bref, c'était voilà. Et du coup, j'ai rendu mon appart et je me suis installé chez elle. Okay. Du coup, au bout de 3 mois, je crois. 3 mois. Ah ouais. Ah ouais, 3 mois de couple, bim, direct. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on en a parlé. Voilà, on en a parlé tout de suite. Au niveau de la répartition, où Alix, elle voulait quelque chose d'équitable, alors que moi, je voulais quelque chose d'égalitaire au début. Après, bon, vu mon revenu, même en étant équitable, je lui donnais tout. Donc, c'est égalitaire, je te donne tout ce que j'ai, donc ça marche. Parce qu'en fait, même avec mes... En fait, j'étais à 500-600 euros par mois en travaillant. Donc, il faut rajouter des frais, les frais de voiture, etc. Au final, il restait rien du tout, quoi. Bah ouais, mais pourquoi à ce moment-là être allé dans ce truc d'égalité? Je sais pas, parce que ça a été construit comme ça dans ma tête. Non, mais ok, mais pourquoi? Avec le recul. Parce que je faisais pas la distinction entre l'égalité et l'équité à l'époque. Ok. Vous en avez pas parlé? Moi aussi. C'est venu à ce moment-là, quoi. En fait, je pense que tu t'es même pas posé la question, en fait, du fait qu'on puisse ne pas faire 50-50. Ouais. Okay. C'était juste évident, il s'était pas... Voilà. Ok. Et donc, tous les mois, tu te retrouvais avec plus d'argent, très vite? Ah le 2 du mois. Voilà. Et du coup, j'ai cherché un nouvel emploi. Donc, j'ai arrêté t'as arrêté ton alternance. J'ai arrêté mon alternance pour aller faire cet emploi-là. Et en fait, il m'a pas gardé. Donc, en fait, je me suis retrouvé au chômage. Ok. Bon, je gagnais mieux ma vie. Enfin, je gagnais mieux ma vie. Attends, je retire ce que je viens de dire. T'as même pas eu besoin de le dire. Non, c'est pas un examen. Non, au final, non, mais c'est pas une histoire d'examen. C'est que même, effectivement, j'aime pas ce terme non plus, mais c'était même pas ça. C'est que j'avais plus de revenus nets en poche en étant au chômage qu'en étant apprenti à aller travailler. Tout simplement. Okay. Et comme j'avais été apprenti, j'avais cotisé quand même, donc j'avais des droits. Donc on a profité de ça pour chercher autre chose, et puis j'ai fini par trouver. Et puis, voilà, okay. Qu'est-ce qui fait que tu montes cette boîte alors, qui est en liquidation là, qui a été en liquidation? Tu peux raconter un petit peu ton parcours? En fait, je suis pas capable d'être salarié, moi. Ok. J'y arrive pas. Donc t'as été salarié? J'en tombe malade, mais vraiment physiquement malade. Ok. Vraiment, je fais un blocage là-dessus. Ou il se blesse. Ou je me blesse. Ouais, non. Mais puis des gros accidents, tu vois, pas le petit. Oui, puis. Le truc qui me permet de rester alité 3 mois, voilà quoi. Petit problème avec l'autorité, Maxime? Oui. Pas du tout, je veux que ça. Si peu. Non, mais même au-delà de ça, en fait, moi, c'est surtout une histoire de contrôle du corps et du temps. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu signes un contrat de salariat avec quelqu'un, tu t'engages à lui donner le contrôle de ton corps et de ton temps, la durée du contrat. Et je suis pas du tout en accord avec ce système-là.
Ok. Et du coup, ça, je l'ai maturé après. Sur le moment, je me rendais pas compte. Mais, voilà. Et après, il faut préciser, je pense que tu bossais dans l'agricole aussi. Ouais, je bossais dans le milieu agricole. C'est particulier. Je sais plus si on l'a dit, mais oui, effectivement. Je crois qu'on l'a pas encore dit. Non, parce que là, on dirait qu'il cherchait un boulot dans un harem, mais pas du tout. C'est le milieu agricole, donc. C'était en ferme. Non, mais contrôle du temps et du corps, pardon, on dirait chez Erazade. Ouais, t'as raison. Non, c'était en ferme. Pour préciser, c'est dans le milieu agricole. Donc, dans le milieu agricole, concrètement, les 35 heures, on connaît pas. Les 40 heures, 42 heures, c'est la norme. T'as pas ton mot à dire, sinon t'es pas embauché. Il y a pas de boulot. Le peu de boulot qu'il y a, il est pas bien payé par rapport à ce que tu donnes, parce que les mecs les employeurs ont pas les moyens en fait de t'embaucher. Ils ont déjà pas les moyens de se payer. Ils ont du mal à te payer toi. Et du coup, j'ai retrouvé une alternance. Ok, t'es retourné en alternance, en contrat de professionnalisation cette fois, donc j'étais plus au travail et je gagnais un peu plus d'argent. Et je suis pas allé au bout non plus. Et j'ai lancé ma ferme avant d'arriver au bout en fait. Ok. Parce que j'en pouvais plus Des profs. Non, d'aller bosser pour quelqu'un en fait. Ok. Je me tuais au boulot pour des cacahuètes. Ouais. Et j'en pouvais plus. Et du coup, mais comme ton père ou ton grand-père, j'imagine. Oui, complètement comme mon père et complètement comme mon grand-père. Et je veux pas hériter de cette partie-là. Donc concrètement, c'était compliqué. Et du coup, on a acheté la maison avec des terres. Avec l'idée, on a profité du fait qu'elle soit fonctionnaire, concrètement. Pour avoir un emprunt, etc. Et, ça a aidé. C'est toi, Alix, qui amène la manne. Et puis depuis le début. Moi, je suis la mère nourricière, moi. Alors, à savoir... Le rapport chelou. C'est trop bizarre. Mais c'est intéressant par rapport au début de votre histoire. Mais non, mais je pense que il y a franchement, il y a un peu de ça. Depuis le début, mais si. T'es trop mimes, toi. C'est toi qui balance direct. Elle m'a connu quand j'avais 13 ans. Mais oui, non. Et puis après, t'es là. Mais non, finalement pas. Mais non, mais ça. Je pense que si, parce que t'es passé directement. En tout cas, moi, j'ai jamais projeté ce truc-là consciemment. Oui. Non, pas consciemment, mais t'es passé directement les parents. Comment dire? Paye pour ton rythme de vie, t'aide à financer ton loyer, ta bouffe, etc. On vit ensemble et mon salaire représente 80% de l'argent du foyer. Et c'est vrai que c'est intéressant. Tu sais, moi j'ai fait ça aussi. C'est-à-dire que j'ai quitté mes parents et en fait on s'est retrouvés très vite maqués avec ma meuf, tu vois. Et donc on a acheté un appart ensemble, etc. Et en fait le divorce m'a amené dans un truc de je suis tout seul maintenant. Mais on en parle souvent, le fait que t'es pas connu de vie d'étudiant tout seul dans sa piole à gérer sa lessive, sa bouffe, son budget, etc. Il y a eu, mais pas longtemps. Et puis je bossais comme un ouf. Ouais. Je rentrais chez moi, il était 23h, je repartais le lendemain, il était 4h. C'est clairement, ça. La vie solitaire, je rentrais, je mangeais, je dormais, je me levais, j'allais au boulot, quoi. Donc c'est pas du tout histoire de minimiser, mais c'est juste que quand on s'est mis en couple, moi ça faisait 5 ans que je vivais seule, où du coup je payais mon loyer, je faisais ma petite orga de vie, quoi. Donc en fait, il s'est greffé à une organisation qui était déjà existante. C'est pour ça le côté mère nourricière. Non, c'est une vanne, mais on n'est pas dans une relation incestueuse, mais c'est intéressant en tout cas de le pointer. Il y a le côté un peu. Et comme j'ai toujours été le salaire du couple, je pense qu'on est resté quand même dans ce rapport. Vous en aviez jamais parlé ensemble. Vraiment, j'ai l'impression que Maxime. Pas de ce point-là. Non, okay. On a pas mal débroussailler le terrain, mais ce côté-là, je pense qu'on n'a pas. Maxime est en PLS présent. Je te vois le regard dans le vide là, tu vois. Ouais, non, mais je réfléchis, j'essaie de savoir comment moi je l'ai vécu à ce moment-là. Mais c'est intéressant. Ouais, il y avait le côté, un peu insouciant du jeune adulte qui se rend pas trop compte. Oui, puisque tu disais, c'est que clairement, ça t'a permis de pas te poser la question. Et ça m'a, oui, complètement, ouais. Tu vois, t'as pas eu à. Parce qu'au final, le fait de faire au prorata de nos revenus, le fait d'ouvrir un compte commun, etc., c'est venu à mon initiative. Puis c'est intéressant, en fait, vos 6 ans d'écart. Tu vois, dans 10 piges, ça voudra plus rien dire. Même aujourd'hui, c'est un peu insignifiant, tu vois. Mais à l'époque où vous mettez ensemble... elle avait eu une vie d'adulte avant d'être moi, alors que c'est Non, là, je pense qu'il y avait vraiment effectivement un décalage de ce point de vue-là, quoi. C'était vraiment...
Ouais, non mais. Donc, bref, tout ça pour revenir à ton histoire, mais c'est intéressant. Donc, vous lancez vous êtes aussi. Ça veut dire aussi, Maxime. Ça veut dire que j'embarque Alix avec moi. Ouais, ça veut dire aussi, Alix, que t'es parti, quoi. Ouais. Mais donc, quelques mois, 1 an après, c'est ça? Même pas? Non, c'était en 2017. Ça me dit rien, donc 4 ans. Okay. Ouais, ça faisait 4 ans après. Okay. Mais bon, du coup, ça faisait 4 ans, moi, que je le voyais enchaîner les jobs, les garder 15 jours. Ensuite, je pense qu'on a fait le calcul. Je l'ai vu plus en arrêt maladie ou au chômage à la maison que en train d'aller bosser. Ah ouais. Donc tu te mets parce que je tombais c'est pas une blague. Ah non, mais vraiment. Okay. C'est genre le gars prenait vraiment, un contrat d'intérim à Intermarché. Au bout de 15 jours, il se prenait les pieds dans une palette, il se pétait la gueule et il était obligé de se faire arrêter parce qu'il pouvait plus marcher. Enfin, c'était vraiment à chaque fois des trucs hardcore. Je me suis cassé la cheville entre 2 palettes. Oui, tu t'es pété la mâchoire sur une charrue. Enfin, vraiment des trucs mais complètement. T'étais pas là. C'est que pour moi, tu vois, c'est vraiment un exemple de dissociation où il y a ton corps qui est là, mais ton cerveau, il est ailleurs, quoi. Ah oui, complètement. Et puis ça, en fait, c'est que les horaires de travail lambda ne me conviennent pas. Et en fait, j'étais claqué. Okay. Et quand t'es éreinté et que tu vas bosser dans des boulots physiques, faut que tu sois là, quoi. Faut que tu sois en maîtrise de ton corre. Et clairement, quand t'es fatigué, t'es pas en maîtrise complète de ton corps. Et du coup... Et pareil, pendant 6-7 ans, tous les hivers, dépression hivernale, tombé malade, et puis arrêt maladie presque tout l'hiver, quoi. Ok. Et ça a changé à partir du moment où tu montes ta boîte? Ouais. Où tu montes? Plus ou moins. Je tombais moins malade le reste de l'année. Si, c'était mieux, mais... Non, en fait, c'était une ferme en brebis laitière. Okay. Donc très saisonnée. En gros, j'avais beaucoup de travail entre février, janvier et juin. Ok. Voilà, janvier-juin, c'est là où il y avait beaucoup de travail, et puis après ça se calmait un peu. Mais du coup, comme ça se calmait, je me calmais un peu trop. T'étais et entre du coup, toi et toi. tu vois, t'as connu ça quand t'arrêtes de bosser. Tu tombes malade, quoi. Ouais, et puis en plus, théoriquement, la saison basse, c'est là que tu prépares la prochaine saison. Coup, c'est là que tu anticipes, que tu planifies, que tu organises, que voilà. Plein de tâches pour lesquelles plein de tâches pour lesquelles c'est compliqué pour toi. Donc en fait, c'était un peu le coup d'arrêt de l'entreprise qui permettait pas de bien démarrer à la saison d'après. Ouais. Puis après, je vais expliquer maintenant, si tu veux bien, la partie entreprise et liquidation. Donc, mais attends, avant ça, j'aimerais bien savoir. Quand tu lances cette boîte, alors j'ai bien compris qu'il y avait un truc de liberté derrière, tu vois. Est-ce que tu as en tête les conséquences, enfin tous les aspects économiques justement de l'entreprise? Ouais. Pour toi, c'est clair. Tu deviens chef d'entreprise. Ouais. Ok. Et tu te dis, il va falloir aller gagner de l'argent. Et tu es à l'aise avec le fait d'aller gagner de l'argent? Il va falloir produire de l'argent. Produire de l'argent. Ouais, parce après c'est ma conception et je sais qu'elle est partagée par certains autres paysans, ou agriculteurs en tout cas. C'est que nous on produit via des animaux, etc. Mais on va faire pousser des choses, on va prendre du lait pour en faire des fromages, on produit de l'alimentation qu'on vend. Donc en fait, on produit de l'argent. Voilà. Et pourquoi produit de la valeur. Ok. Pourquoi t'as du mal à dire gagner de l'argent? Parce qu'il est pas gagné, il est produit. Non. Gagner, tu peux gagner de l'argent au loto. Ok. Enfin, tu peux gagner de l'argent de plein de façons différentes. Tu peux aussi gagner de l'argent grâce à ton entreprise. Ouais, je sais pas, dans ma tête, c'est une façon très spécifique de gagner de l'argent. Tu comprends pourquoi je t'amène là-dessus ou pas? Pas vraiment, mais... Ok, parce que en mettant le focus sur produire, tu viens j'ai un peu l'impression qu'il y a un truc de l'exercice, tu vois, de ton travail, de ton métier, tu vois, produire de l'argent. Moi, je produis des podcasts. À aucun moment, je me dis, je produis de l'argent avec mes podcasts. Je gagne de l'argent avec mes podcasts, grâce à la production de mes podcasts. Et en fait, je trouve qu'il y a un truc aussi qui te tire vers le bas. Parce qu'en fait, tu peux aller gagner de l'argent. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et gagner de l'argent, ça veut dire, si tu vas aller chercher le million, il va falloir que tu ailles gagner de l'argent. Ouais, mais là, aujourd'hui, je suis plus du tout dans la même optique. Ok, d'accord. Parce que j'ai complètement changé de milieu professionnel. Donc, ok, pardon. Je savais pas. Non, mais après, c'est vrai que le truc de gagner de l'argent, j'ai jamais fait je m'étais jamais posé trop la question, en fait, tu vois. Par rapport à ce truc d'argent et sale,
Je trouve que c'est intéressant de te voir ne pas avoir envie d'utiliser ce terme de gagner de l'argent, en tout cas de me reprendre quand je te dis gagner de l'argent. Mais bon, c'est pas. En fait, c'était vraiment, ouais. Tu vois ce que je veux C'était dire? vraiment à l'époque. Ok, pour le coup. D'accord. Oui, parce que vraiment à l'époque. T'es plus dans cette boîte-là maintenant. Alors, si tu veux, on peut parler de la liquidation, si tu veux bien. Ouais, en gros, je me suis installé fin d'année 2019 et j'ai commencé à produire en mars 2020. Ok. Mars 2020, il y a eu le Covid. Oui. Pendant 2 mois. Bingo. 2 mois de pic de production, donc où les brebis produisent le plus. J'ai jeté mon lait pendant 2 mois parce que tous les circuits de commercialisation avaient fermé. Donc j'ai perdu 1 an de chiffre d'affaires dès la première année. Donc là, il a fallu mettre les bouchées doubles pour rattraper tout ça, sachant que économiquement, je savais déjà que la 2e année, j'allais être un petit peu dans le rouge. Ok. Tout ça, t'es à l'aise avec les chiffres et tout, tu vois, avec les tableaux, avec les finances. Non, mais tu dis En gros, mais pour un repousseur, tu sais, c'est pas. En gros, c'est pas évident. Hein. J'ai un bac pro conduite et gestion des exploitations agricoles à dominante élevage. Donc il y avait pas mal de comptas. Et après, j'ai fait 2 années, même si j'ai pas été jusqu'au diplôme, de BTS aide à la conduite des systèmes d'exploitation. Donc c'est encore de la compta. Donc il y a un truc très technique. Ouais. Je te dis ça parce que vraiment, d'expérience, il y a plein de repousseurs qui ne regardent pas les finances. Après, à la maison, je le fais pas. Non. Après, un élément de contexte que t'as pas donné, c'est que ton père est chef d'entreprise, mon père est chef d'entreprise et que ta mère se charge de la compta de la boîte. Ouais, donc, travaille avec mon père depuis quasiment début. Tu vois, tu demandais est-ce que t'avais conscience des charges d'une entreprise et tout. Oui, parce ça fait partie il a grandi avec ce modèle-là. Ouais. Donc je pense que c'est important de le... Ok. Merci, Alex. Ouais. Qui pour moi est un modèle de réussite d'ailleurs, mais on en reparlera un peu après. En gros, Alix, tu veux dire? Non, mon père. Ton père, ok, oui. En gros, juste sur l'aspect travail. Mais bref, on y reviendra après. Donc, j'ai dû mettre les bouchées doubles pour relever les finances de l'entreprise. Et en gros, en 3 ans, j'ai réussi à remonter, à revenir à moins 5000 sur les comptes de l'entreprise, en sachant que j'avais triplé la taille du troupeau, le volume de donc le volume de lait, donc le volume de produits à vendre, donc triplé la charge de travail qui était déjà assez lourde. Et en plus, on a eu la bonne idée de faire des enfants en même temps. Voilà. Bah oui, voilà. Après tout, pourquoi attendre? Ouais, c'est Autant ça. tout faire en même temps. Ouais, c'est ça. Donc, 2 enfants rapprochés, une entreprise. C'est vraiment, vraiment un bon plan. Bonne idée. Bon, après, je sais pas si vous connaissez ce truc qui s'appelle la contraception, qui est trop bien, qui permet de... Ah, mais c'était volontaire. C'était un vrai projet. On a volontairement fait des enfants en plus. Ok, je te dis ça, Maxime, parce que je te vois en train de regarder par terre quand... Non, en plus, ça faisait partie du plan. C'est juste qu'on était complètement inconscients. Ah oui, ah ouais, bah là, complètement. Mais, et du coup, j'ai fait un prévisionnel. C'était quoi? Je vous reprends parce qu'on n'est pas dans l'histoire de daron ou l'histoire de daronne, mais c'est quoi l'idée? C'est de cocher des cases à ce moment-là? C'est de vous dire, ok, on est parti, on a envie, on est dans notre vie d'adulte, let's go, on n'attend pas, on a envie. À chaque fois, ça a été l'envie viscérale. On a attendu, on a parlé d'enfants quasiment depuis le début. C'est juste que là, moi, je sais que j'avais 28 ans à l'époque, j'ai eu l'envie viscérale qui est venue. Maxime, lui, était chaud depuis... le début, depuis qu'on s'est rencontrés. Donc en fait, pour lui, c'était le feu vert. Et on n'a pas du tout réfléchi au contexte, mais on a toujours fonctionné un peu comme ça. On a envie de faire un truc, on le fait, et on se dit qu'on s'arrangera après pour que ça passe. On a envie d'acheter une maison avec des terres, on se trouve, on se donne les moyens. On achète un corps de ferme du 17e avec 10 hectares, on se débrouille, on fait des enfants, financièrement c'est déjà chaotant, mais c'est pas grave, on s'arrangera. On récupère tous les animaux qui passent en se disant on réussira à les héberger, c'est mieux ça plutôt que l'euthanasie ou la mort machin. Et résultat, on se retrouve avec des animaux qui se barrent, qui sont jamais bien. Voilà, c'est vraiment, on a toujours fonctionné comme ça en fait. On réfléchit pas avant de faire. Et du coup, c'est vraiment, on a envie de faire un truc, on fonce, et après on se dit ah ouais, on s'est quand même mis dans la galère alors que ça aurait pu être évité juste en se posant avant, en réfléchissant un peu, quoi. Ok. Donc cette boîte que tu fais, et merci Alix pour cette boîte x3, plus les enfants donc. Plus les enfants. Donc clairement là je bossais la nuit, en plus de la journée, tant qu'à faire. Donc 2022, je fais un prévisionnel et je me rends compte qu'il me faudrait encore 5 ans au même rythme
Pour arriver à zéro. Pour arriver à un petit peu au-dessus de zéro. Ok. 2 semaines après, j'avais trouvé un boulot en CDD pour faire rentrer des sous à la maison parce que et j'avais pris la décision de déposer le bilan. Après, je me suis fait accompagner parce qu'il y a plein d'organismes qui existent pour nous aider, notamment les agriculteurs qui sont en difficulté. Et on a regardé tout ce qui était possible de faire. Donc, est-ce qu'on peut continuer ? Alors oui, on peut continuer, mais ça demande ça et ça. Est-ce qu'on arrête ? Comment on arrête ? Etc. Et au final, j'ai pris la décision de déposer le bilan sans sauvegarde de l'entreprise. Malheureusement, donc, on avait protégé la maison dans le sens où on s'était pacsé en séparation de biens. Okay. Donc, concrètement, il ne pouvait pas toucher à ma moitié. À son patrimoine. Et il y a eu plein de rebondissements. C'est-à-dire que au début, la maison était censée être protégée par la loi Macron de 2015, sauf que la loi Macron de 2015, elle a été révisée en juin 2022. Quand j'ai déposé le bilan. À chaque fois, il y a un timing vraiment pourrave. À 2 semaines près. C'est incroyable. Après, de toute manière, j'ai appris ça après, mais de toute manière, la loi a été rétroactive jusque janvier. Donc en fait, j'aurais quand même été dans... Mais bon, à ce moment-là, on le savait pas. Il y a eu ça, il y a eu plein de péripéties comme ça. Et on a mis près de 2 ans à clôturer la liquidation. Elle a été clôturée là, le 1er juillet. Félicitations. Félicitations, c'est pas encore fait parce qu'on a encore le crédit de la maison qu'on avait contracté au tout début, qu'on continue de rembourser, même si il a été inclus dans la liquidation. Oui, parce qu'en fait, on a été contraint de vendre notre maison parce que comme on a racheté, comme tu as dit, un corps de ferme en réservant une longère pour la partie habitation, comme ça faisait partie d'un même lot. On a décidé de vendre l'ensemble du lot plutôt que de garder uniquement l'immeuble d'habitation. Parce qu'on aurait eu qui aurait perdu en valeur. Tout aurait perdu en valeur, en fait. Et puis on se serait retrouvé que c'est ce qu'on disait aussi. Potentiellement un voisin agriculteur devant chez nous. Ouais, c'est ça. Je pense que ça aurait un peu remué le couteau pour toi. Hein. Oui, qui aurait bénéficié. Enfin, en gros, je serais resté vive sur place alors que c'était plus ma ferme. Enfin, oui. Voilà. Peut-être difficile de couper le cordon. Ah ouais. Ça aurait été violent, je pense. Et du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que dans la liquidation, ils ont pris mon patrimoine pro, mais aussi mon patrimoine perso. À moi. Ah ouais. C'est ce qui fait qu'on a été obligé de vendre la maison aussi. Donc en fait, ils ont pris toutes mes dettes, pro et perso, et ils ont regardé si j'étais en surendettement. Oui, du coup, évidemment. Qui n'est pas en surendettement quand on prend l'ensemble de ces... Donc voilà, et ils ont pris tout mon capital, tout mon actif pour rembourser mon passif, et là on attend de savoir combien il reste à rembourser du crédit. Ouais, pour que je solde l'emprunt de la maison. Pour que Alix solde du coup l'emprunt de la maison qui correspondrait normalement à sa part de l'emprunt, quoi. Ça, voilà. Alors je sais pas lequel des deux m'a envoyé un mail, je crois que c'est toi Alix en août, c'est ça ? Tous les deux, en janvier. Parce que vous me disiez que de ce fait-là, vous êtes mis à louer. Ouais. Et vous aviez une take sur le fait de louer. Ouais, carrément. Oui, parce qu'en fait, on a été, comme beaucoup de monde, locataire avant d'être propriétaire. Et vraiment, être propriétaire, c'était le Saint Graal. On allait être tranquille chez nous. Le fameux mythe du « on peut pas te prendre ta maison ». En plus, moi, je suis fonctionnaire, on est en séparation de biens. Enfin, vraiment, dans nos têtes, il y avait zéro chance pour qu'on nous prenne cette maison. Sauf qu'en fait, c'était le cas. C'est-à-dire que quand le tribunal te dit il faut vendre, t'as pas trop le choix. Sauf que cette maison, nous, c'était un vieux corps de ferme, donc du XVIIe siècle. Le projet, c'était de le rénover sur 20 ans. Ça faisait 6 ans qu'on était dedans, avec Maxime qui bossait comme un malade. Donc, on avait toutes les rénovations en cours de route. En plus, on le faisait sans budget, parce qu'en plus, on n'avait pas de budget travaux. On faisait tout nous-mêmes. Dès qu'on avait un peu de sous, on achetait un peu de matériaux et tout. Donc, en fait... Quand en juin 2022, Maxime a déposé le bilan et qu'on a su dans l'été qu'il fallait vendre, on s'est mis comme objectif de la mettre en vente 1 an plus tard pour nous laisser le temps de faire les travaux, etc. Donc pendant 1 an, on a charbonné comme des malades à finir tous les travaux qu'on pouvait pour qu'elle gagne en valeur. En sachant, petite précision, qu'à ce moment-là, on était tous les deux en dépression. Ouais. Vous étiez dans le dur tous les deux, bien sûr. Tous les deux en dépression. Moi, j'étais en arrêt aussi. Ouais. Maxime était... moi, j'étais plus là.
Clairement, j'étais plus là. Je pense qu'on était un peu tous les deux. On a très peu de souvenirs de cette période-là. On était un peu tous les deux en dissociation, je pense. Mais vraiment, on faisait du placo, on s'occupait des gosses. Enfin, c'était vraiment c'était gestion Bagdad, du quotidien. vraiment, C'était c'était vrai. On était en mode automatique pendant presque un an. L'objectif, c'était de rendre la maison la plus jolie possible pour la vendre le mieux possible et bien s'en sortir, parce que du coup, on avait le coup près quand même de devoir rembourser des dettes beaucoup plus élevées que notre seul emprunt maison, si tu veux. Donc, vos enfants sont nés quand ? En 2019 et en 2021. Donc, tu vois, ils ont 3 et 5 ans, là. Waouh. Ouais, non, c'était compliqué. On en a chié. Pendant cette période-là, c'était très compliqué. Mais au final, on a très bien géré le truc parce qu'on a réussi à vendre notre maison en 3 mois à 250 000 €, sachant qu'on l'avait acheté 127 000. Bien, ouais. Donc, tu vois, on lui a fait faire x2 en 6 ans. On avait mis 40 000 € de travaux dedans. Oui, effectivement. Okay. Donc, un peu moins de x2. Elle a bien grimpé en valeur. Et nous, théoriquement, bon, du coup, on n'a pas les chiffres puisque j'ai pas encore soldé l'emprunt, mais théoriquement, ça permet de tout rembourser. Ok. En fait, la décision que j'ai prise aussi de déposer le bilan, il y avait aussi, dans un coin de ma tête, le fait que potentiellement, il faudrait qu'on vende. On a tout fait pour essayer de pas le faire, mais je savais que c'était une des possibilités. Okay. Et c'était une période où le prix de l'immobilier avait bien grimpé et était en train de stagner, voire de redescendre. Ouais. Donc en fait, j'aurais pas pu, parce que la question s'est posée de me laisser 1 an de plus pour voir si j'arrivais à... Ok. Voilà. Le risque, c'était que le contexte immobilier change de trop. Que le contexte immobilier change, que du coup notre actif n'équivalait plus notre passif et que du coup là, ça aurait été compliqué. Ok. Donc vous sortez un peu la tête de l'eau là, c'est ça ? Ouais. Bah du coup en fait on a vendu la maison. Pour la loc, oui, c'est vrai. Et on a trouvé une loc là depuis décembre dernier. Et en fait c'est un soulagement parce que déjà, on a pu choisir une location dans un endroit qui nous plaît, mais tu vois, on se sentait pas Au départ, on voulait réacheter, et en fait, ça a pas pu se faire, et on est très heureux que ça se soit pas fait parce que ça permet de tester le coin, d'être sûr qu'on veut rester. En plus, après, en discutant, on s'est dit qu'en fonction, potentiellement du contexte politique, peut-être qu'on s'expatrierait pendant un petit temps, et ça, la location, mine de rien, ça te permet de le faire beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, si la maison est pas relouée, c'est pas ton problème. Du moment que tu as donné ton préavis dans les temps, on est bon. Donc, le fait de pouvoir lâcher le truc quand tu veux et de pas avoir une perte financière, parce que ta maison, effectivement, tu peux la revendre, mais tu sais jamais si tu vas la revendre au même montant, plus, moins. T'es tributaire de ça, t'as un emprunt à rembourser et les banques, clairement, ils sont pas prêts à t'entendre demander des délais. Moi, j'ai essayé de leur expliquer et de leur dire, écoutez, on est en liquidation. Est-ce qu'on peut stopper les prélèvements mensuels pour rembourser une maison qu'on n'a plus ? Et on m'a dit non. Donc, ça fait 8 mois qu'on rembourse une maison qu'on a vendue. Et c'est relou, en fait. Donc, je trouve ça beaucoup plus handicapant d'être propriétaire. Oui, en fait, on s'est rendu compte des désavantages à être propriétaire. Oui. C'est chose que moi, j'avais jamais appréhendé avant, parce que mes parents ont toujours été propriétaires. Je trouve ça très intéressant de réussir à mettre la balance, tu vois, à ce moment-là. De se rendre compte que c'est pas forcément le Graal. Oui, mais je sais que moi, pour le coup, mes parents ont toujours été en location pendant mon enfance, et c'était pas du tout ils cherchaient pas du tout à acheter. Et c'est une fois que mon père s'est mis en couple avec ma belle-mère que là, ils ont cherché à acheter. Donc moi, je sais que j'avais pas du tout ce modèle-là. Pourquoi t'es plié en deux, Maxime ? Qu'est-ce qui se passe ? Je rigole parce que ça, c'est une conversation qu'on a déjà eue pour le coup. Et effectivement, l'arrivée de la belle-mère a changé les choses quand même. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Mais du coup, typiquement, tu vois, acheter une maison, ça faisait pas partie de ma liste à cocher, quoi. Là, c'était l'occasion parce qu'on a vu une ferme qui cochait tes critères sur le bon coin et tout. Donc en fait, c'était ma maison. Oui, parce qu'en plus, moi, j'ai même pas eu le coup de cœur. On l'a acheté à 2, mais ça, j'attendais que t'en parles, mais comme ça venait pas, j'en profite. On l'a acheté à 2, mais c'était mon projet. Ouais, c'était ta ferme. En fait. Donc quand je lui ai dit que c'est la merde, il allait peut-être falloir qu'on vende. Elle est là pour nourrir. Hein. Elle est pas là pour. Je lui ai dit elle est pas là pour donner son avis. Écoute, moi, je me suis arrangée pour qu'on ait l'emprunt. Elle a sauté au plafond. Elle était soulagée. Ouais, moi, j'étais soulagée contente. parce que
clairement, pour elle, c'était un poids et je m'en rendais pas compte avant. Bah, c'était trop de charge. Tu t'en rendais compte, toi, Alix, aussi, ou pas, au quotidien? Est-ce que oui. c'est un truc dont vous parliez ensemble? Moi, je l'ai dit assez rapidement parce que moi, la maison, c'était pas un coup de cœur. Elle complétait pas spécialement mes critères. Après, je la voyais plus comme une opportunité que Maxime soit plus heureux dans sa vie professionnelle et donc potentiellement plus soft aussi dans la vie familiale parce que forcément, ça se répercute sur le couple, sur la famille. La gestion des émotions. En soi, non, mais c'est vrai, pour moi, c'était une expérience. Je me suis dit, on tente. Après, je sais qu'au début, on s'était dit, on la rénovera sur 20 ans. Plus les années avançaient, moi, j'étais là, genre, peut-être 10 ans déjà, c'est bien. Ouais. Et après, on cherchera à la vendre. Donc, en fait, quand il m'a dit, au bout de 6 ans, on va la vendre avec la liquidation, en vrai, moi, ça m'allait très bien. Ok. C'est la bonne nouvelle. Ok. Donc là, vous avez changé, switché. Donc, tu disais que tu travailles plus dans... Maxime, tu travailles plus dans... Non, du coup... non, je rigole d'avance de la situation parce qu'elle me pose beaucoup de questions. En gros, donc j'étais encore un peu dans le mal, hein, même une fois qu'on avait trouvé à déménager, etc. En gros, j'ai pas pris le temps de travailler ma dépression quand j'étais en dépression parce que fallait faire les travaux parce que voilà, il y a toujours Petite thérapie, les gars, ou... Ouais, bien sûr, mais en EMDR, etc. Même pendant. Même pendant, etc. Donc ça m'a permis de... Tu dis que t'as pas travaillé, t'es allé te soigner, quoi. Ah si, niveau santé mentale, pour le coup, t'as pas mal donné. Ouais. Après, en fait, le truc aussi, c'est qu'on a alterné la prise... On a alterné le soin de nos santé mentales respectives parce qu'on n'avait pas les moyens de se soigner en même temps. Donc un coup c'était Alix, un coup c'était moi, un coup c'était Alix, un coup c'était moi. Et au moment où c'était à nouveau ton tour, en fait moi il aurait fallu que ça continue. Et ok. Et du coup il va être temps qu'on rembourse intégralement tu vois, en termes de sécu sociale plutôt que de rembourser. Enfin, c'est important de rembourser les antidépresseurs et tout, mais peut-être en fait on peut aussi donner. Faudrait peut-être arrêter la médication systématique aux gens les outils pour pouvoir sortir. Même si je crache pas sur les antidépresseurs, c'était la première fois de ma vie que j'en prenais alors que je suis des psys depuis que je suis gamin. Là pour le coup ça m'a bien aidé. C'est ce que je te dis, c'est qu'en fait pour moi il faut vraiment que ce soit une béquille à un moment donné, mais effectivement il faut que ça soit aussi accompagné d'une thérapie et d'un travail, quoi. Oui, et puis je sais, j'ai entendu dans un de tes épisodes le système mon parcours psy là, avec les séances remboursées. Je sais que moi je l'ai demandé à mon médecin traitant, mais typiquement en fait nous on habitait en campagne, le psy le plus proche du réseau était à 30 minutes de route, sauf qu'à cette époque-là moi on pouvait pas mettre du carburant dans la voiture pour 30 minutes, même pour une question de santé mentale. Je sais que j'avais demandé à plusieurs psys du dispositif si on pouvait faire en visio. Il m'avait dit non, c'est pas autorisé, en fait on est obligé de se voir en présentiel, etc. Et en fait non seulement tu peux pas vraiment choisir le professionnel parce que t'es éloigné en fait des psys qui sont dans le parcours, et en plus nous à cette époque-là, faut savoir que pendant cette époque-là, on est allé manger à l'équivalent Resto du Cœur, mais on faisait nos courses à l'épicerie solidaire à côté toutes les semaines parce que on avait même plus de quoi acheter des couches à nos gamins. C'était misérabiliste. Et puis moi, en plus, je sais que l'épicerie solidaire, elle était dans la ville à côté de l'école où j'enseignais. J'avais qu'une trouille, c'est que des parents d'élèves me voient là-bas. Parce que je me dis, moi j'avais en plus l'image d'un fonctionnaire d'État. T'es pas censé le retrouver au Resto du Cœur pour acheter les couches et le lait pour son gamin. Et vous avez demandé de l'aide à vos proches? Ouais, ils nous ont aidés. Okay. À la hauteur de leurs moyens. Okay. Ils nous ont filé des coups de main pour payer des grosses factures d'EDF, des relances à 2000 balles qui se pointaient toujours au mauvais moment. Donc, on a été bien épaulés. Après, pour le reste, moi, je sais que j'avais pris rendez-vous avec une assistante sociale, justement, pour voir les aides, etc., auxquelles on avait droit. Et on gagnait trop. Mon salaire était trop gros. On revient à cette fameuse histoire de classe moyenne. Voilà. Pauvre, quoi. Là, on était vraiment toujours dans la mauvaise fourchette. Ça n'allait jamais. La santé mentale, elle en a pris un coup très, très dur parce que c'était violent. Ça va mieux, là? Ce moment-là. Ouais. En tout cas pour toi, Alix. Moi, ça va mieux. Ouais. Oui, pour moi, mais vraiment ça va mieux. Okay. Ça va mieux aussi parce que du coup cette année donc moi j'étais en train de sombrer et tu savais plus comment faire et t'as appelé mes parents à l'aide en fait. Ouais. J'ai envoyé un message à mes beaux-parents. Parce que moi je le faisais pas.
Bah, je le voyais s'enfermer, non, mais en c'est fait. ça, avec le recul, aujourd'hui, je sais que c'était ça. Et c'était dur de demander de l'aide à tes parents? Ben, en fait, alors, tel que je l'ai vécu, pas là spécifiquement, mais de manière plus générale dans ma vie, c'est que quand je demande de l'aide à mes parents, c'est sous condition. Donc à partir de là, non, tu ne demandes pas de l'aide sous condition quand t'es pas bien, quoi. Et même quand tu te rends compte que c'est de l'aide sous condition, tu peux aussi, tu vas dire, bah là, j'aimerais bien que vous m'aidiez, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de conditions. Ouais, mais pour ça, il faut avoir eu la discussion du fait qu'il y ait des conditions dans leur aide et qu'ils s'en rendent compte. Oui, mais du coup, il faut être capable d'avoir cette discussion-là. Okay. Et tu crois déjà que t'es pas bien. Mais quand c'est moi qui pouvais pas, en fait. Je pouvais pas avoir ce. D'où le fait qu'Alix prenne le relais, quoi. Ouais. Bah, il était à nouveau en dissociation, vraiment, c'était du matin au soir. Je lui disais un truc, il réagissait pas. C'était. Okay. Parce que dans la liquidation, je devais aussi un peu d'argent à mes parents. Qui, au final, j'ai pu les rembourser parce qu'ils nous ont fait un don à moi et mes frères et ma sœur. Et du coup, en gros, moi, ils m'ont fait un don moindre pour rembourser l'argent que je leur devais. Parce que c'était devenu un sujet aussi entre eux et moi. C'était toi qui voulais rembourser ou c'était eux qui voulaient que tu les rembourses? En fait, ils voulaient... Ils l'assumaient pas, mais ils m'en parlaient régulièrement. Ah oui, en fait. Voilà. Donc, et puis c'était quand même 10 000, un peu plus de 10 000 euros, donc c'était pas une petite dette que tu peux solder facilement. Ouais, non, c'était un peu plus de 10 000 euros. Ouais. Et parce qu'ils m'ont aidé à plusieurs moments de ma vie, quand j'avais mes 18 à mes 28 ans, ils m'ont acheté une voiture. Mais ils m'ont prêté l'argent. Ils m'ont aidé quand des fins de mois j'arrivais pas à suivre. Ils m'ont prêté l'argent. En gros, quand ils m'aident, ils me prêtent. Oui, ils te donnent pas. Ils me donnent pas, ils me prêtent. J'entends bien la nuance. Et du coup, à ce moment-là, j'avais épuisé mon crédit en fait dans ma tête. Je pouvais pas leur demander plus. Et je venais juste. Je sais pas à ce moment-là si ils avaient déjà remboursé que ça, mais je savais que ça allait se faire. Et du coup, je venais juste de sortir de ce schéma-là. C'était pas pour y retourner, quoi. Parce que ça me travaillait vraiment au quotidien. Ouais. Et au final, là, ce que je fais aujourd'hui, pour en revenir à ça, c'est que je travaille pour mon père, qui a créé une boîte. Je suis le seul salarié. Je gère l'entreprise plus ou moins comme je veux avec son aval. Ils ont avancé de l'argent dans cette entreprise. Donc en fait, on retourne dans le même schéma. C'est-à-dire c'est-à-dire que concrètement, ils ont créé une entreprise pour moi. Voilà. L'entreprise dans laquelle je travaille. Et comment t'es avec ça? Eh ben, je suis partagé. Je suis partagé parce que à la fois c'est très confortable. J'ai mon SMIC qui tombe tous les mois. Que je bosse ou que je bosse pas, j'ai mon SMIC qui tombe. Que je gère mon temps comme je veux. Je gère mes clients comme je veux. En gros, je suis mon propre patron. Mais je me dois de faire rentrer justement de l'argent, d'aller chercher de l'argent, parce que c'est de l'argent qu'on m'a prêté et qu'il faut que je rende à un moment donné en partie. Et il faut que, en gros, ils ont avancé de la trésorerie. Donc cette trésorerie-là, j'ai un petit matelas. Je veux dire, t'es actionnaire de cette boîte ou? Non, je suis juste salarié. Mais non, mais là clairement c'est de la filiation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un contrat tacite entre nous. C'est que Mais t'as eu cette discussion avec tes parents? Ouais. Ah non, c'est très clair. Il y a pas de. Non, c'est très clair. Et puis ils ont créé la boîte avec ton aval. Ah oui, non, c'est ton père qui a trouvé l'opportunité et tout, mais ça a été fait ensemble. Et en fait, je suis dans une situation où je suis serein parce que c'est pas moi qui ai pris les risques. Même si à la fin ça me repose un peu sur moi. Je veux dire, mes parents savaient dans quoi ils s'embarquaient quand ils l'ont. Enfin, les choses étaient claires.
Puis il te faut confiance, quoi. C'est-à-dire c'est ça. C'est aussi une preuve de confiance énorme. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai échoué dans la création de ma ferme, etc., il y avait aussi ce truc-là de je veux prouver que moi aussi je peux y arriver, tu vois. Même si j'ai échoué dans ce truc-là, ils m'ont redonné l'opportunité de pouvoir le faire. Puisque j'entends aussi, c'est mieux, avec des meilleures conditions de départ, avec avec de l'aide en fait. Parce que je les ai au téléphone tous les 2 jours. Enfin voilà, j'ai tous les avantages d'un salarié et d'un patron en même temps. Et qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour toi ? C'est parce que t'es pas indépendant, c'est ça ? C'est compliqué parce que c'est mes parents. Parce que c'est mes parents et que si ça avait été des actionnaires autres, il y a tout un cadre légal qui protège, il y a tout un cadre légal qui les protège eux, qui me protège moi, dans le cadre d'actionnaires, etc. Ouais. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Et en fait, on a dépassé c'est à la fois de la relation professionnelle et familiale. Bien sûr. Et c'est dans ce truc-là où ça me travaille un petit peu. Pour l'instant, ça se passe bien. Tu veux un conseil ? Je t'en prie. Parce que c'est trop intéressant. Parce qu'en fait, vous avez 2 liens différents. Bah oui. Les deux se mélangent. Laisse-moi terminer. Vous avez 2 liens différents. Vous avez un lien familial de père, puis tu peux même avoir un lien avec ta mère, un lien avec ton père, tu vois. Je sais pas à quel point ta mère est impliquée dans le truc, tu vois, mais voilà. Et puis vous avez un lien professionnel. Et en fait, l'important, c'est vraiment de faire en sorte de ne jamais nouer les liens. C'est de faire en sorte d'avoir les liens qui sont complètement... Parce que ça peut marcher, mais il faut juste que de chaque côté, et en tout cas de ton côté, parce que de leur tu peux pas forcément savoir, mais de faire en sorte de garder un maximum les liens dénoués. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu avais 2 écharpes et qu'en fait là tu étais en train de les nouer. Bah comment ? C'est sûr qu'après ça devient le bordel, tu sais pas retrouver, ok, elle est où l'écharpe ? Non, si tu décides sciemment et si tu leur dis sciemment, moi je veux avoir, il y a le lien de la boîte, de notre lien d'entrepreneur, etc., et notre lien filial simple, bah on va faire en sorte juste de les garder les plus simplement séparés. Et ça veut dire aussi par exemple que quand vous avez une réunion familiale, je ne sais pas si ça vous arrive, vous ne parlez pas de la boîte, vous parlez que de la famille. Et vous avez un cadre où, à un moment donné, on vient parler de la boîte, mais c'est dans un rendez-vous qui est clair, dans lequel c'est clair que là, on va parler de la boîte. Tu vois le truc ou pas ? Ouais, alors je vois ce que tu veux dire. Comme Alix le disait tout à l'heure, mes parents ont toujours bossé ensemble. Ouais. Je connais pas ça, je sais pas faire. De pas ramener le travail à la maison ou dans la famille, c'est un truc, j'ai toujours été habitué. Bah alors le fais pas. Mais... Oui, mais non mais c'est pas ça. Si tu le vis mal. C'est pas que je ne veux pas le faire. J'aimerais aller vers ce dont tu parles. Mais c'est vrai que j'ai pas les. Faudrait peut-être qu'on se fasse accompagner, en fait. Je sais pas. Par une en fait, personne. Je te dis juste. Je trouve que c'est intéressant parce que si tu viens leur dire que toi, le cadre dans lequel t'aimerais évoluer, c'est ça, bah en fait, ils vont simplement s'adapter. Mais c'est à toi de le décider, c'est à toi de le dire. Et en plus, tu viens là, à ce moment-là, amener en termes de dynamique relationnelle, tu viens prendre ta place d'adulte, t'es plus l'enfant. Si t'as écouté l'histoire de Daron, tu sais, vos parents ne sont plus vos parents. Ouais. Moi, j'ai le bouquin à la maison, mais il a jamais voulu le lire. Non. Pour quelle raison ? Parce que les thérapeutes ont des noms de bourges. Je te jure, il a bugué dès la couverture. Ça m'insupporte, je suis désolé. Waouh. Bah écoute, continue avec cette non, mais faudrait que ça permette. C'était il y a quelques années déjà maintenant. C'est trop marrant. Il y a beaucoup de chemin qui a été fait depuis. C'est vrai. Mais bravo. Non mais clairement, c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est trop bien de voir un petit peu d'où tu viens, de voir un petit peu le chemin que t'as fait. Et en gros, là, je suis en train de te dire ça, tu réécouteras peut-être dans 3 mois et tu te diras, putain, en fait, c'est une bonne idée, quoi, tu vois. Peut-être que là, t'es là, putain, mais je comprends pas comment tu peux faire. Ça nécessite tellement de changements par rapport à l'histoire avec tes parents, etc. Je sais que c'est dur. En fait, j'en profite pour le dire aussi aux gens qui écoutent. C'est long. Et c'est dur, soyez sympa avec vous, parce que là, tu es en train de décortiquer, de faire en sorte de faire changer une dynamique relationnelle familiale qui dure depuis bientôt 30 piges, c'est ça. Donc c'est long, quoi. Donc faut prendre le temps. C'est pas grave si c'est long, et c'est pas grave si vous y arrivez pas du premier coup. C'est pas grave mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que si tu veux, toi, changer la dynamique de ta relation avec tes parents, c'est à toi de te positionner comme tu as envie de te positionner.
Donc j'entends bien que c'est compliqué pour toi d'être dans ce truc qui est un peu flou, qui est confortable et en même temps qui te fait dire aussi putain merde, je suis pas vraiment adulte parce que je suis encore dans le giron de mes parents, ça fait chier. C'est ça? Si je me trompe pas? Il y a un peu de ça. C'est pas tant le fait de pas se sentir adulte, mais le fait d'être encore sous l'emprise des parents. Bah, ça veut dire quoi, d'être sous l'emprise de ses parents? Ça veut dire de pas être adulte. Mais tu liras ce putain de bouquin. Ok. Vos parents ne sont plus vos parents. Je crois. Hein. Franchement, c'est juste pour te dire. C'est que si t'es encore dans le giron de tes parents, ça veut dire qu'à un moment donné, t'es encore dans une posture d'enfant. Je schématise, hein, tu vois, mais voilà. Après, tu vois, en fait, pour parler de l'échelle de temps, ça fait que 2 mois et demi que cette entreprise s'est créée, voilà. Et en plus, ce que tu me disais récemment, c'est que ça te permet de renouer avec tes parents parce que t'avais un peu perdu contact, enfin, tu vois, ils s'étaient un peu éloignés. Et là, ils avaient enfin un sujet sur lequel se retrouver tous les 3 et discuter. Donc, je pense qu'il faut d'abord que ce lien se renoue avant de pouvoir établir vraiment... C'est vrai que j'ai fui en Bretagne. Hein. T'as une super meuf, si je puis me permettre de te dire. Non, mais je sais, c'est pour ça que je la garde. C'est pour ça que malgré tout, on est toujours ensemble, c'est parce que elle est super. Mais merci Alix pour cette précision. T'as 1000 fois raison en fait. Effectivement, et je crois que ça peut être très cool si ça permet de venir recréer un truc avec tes parents, quoi. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va peut-être falloir juste poser un cadre, quoi. Tu vois, c'est pas très grave. Alix, toi, t'as décidé de quitter l'éducation nationale alors. Ouais. Tu fuis. Tu quittes le bateau. C'est le bon terme. Comme les rats. C'est exactement ça, ouais. T'as bien raison, c'est compliqué quand même, j'imagine. Ouais, je suis désolée d'y laisser les enfants. Par contre, ça c'est un peu embêtant. Très d'accord avec toi. En fait, jusque-là, je sens que je suis plus capable d'être un bon matelot à bord, donc je préfère... Capitaine ou matelot? Clairement capitaine. Hein. Ok. Je préférerais... capitaine de ma classe et matelot du grand navire éducation nationale dans ce cas-là. Mais, Et donc tu YOLO? Ah, et complètement en plus. Okay. C'est ultra YOLO, là. En gros, j'ai plus que 2 mois de salaire et après, c'est le grand plongeon. C'est terminé la mer nourricière, alors clac, voilà. De ouf. Ok. Ouais, parce que j'ai créé mon entreprise en mai. Je génère pas encore de profit parce que j'ai pas le droit. Oui. Jusque fin août. Mais en gros, ton contrat d'éducation nationale t'empêche d'avoir un revenu. Ou alors il faut demander une autorisation de cumul. Elle peut être refusée. Et clairement, pour 4 mois, j'avais pas envie de rendre des comptes. Tu vas faire quoi alors? Rédactrice web. Ok. Donc en gros, je commence en septembre et le truc, c'est qu'avec le remboursement de la maison, je suis pas sûre. Au départ, je pensais commencer avec peut-être 20 000 euros, tu sais, de marge en épargne, en me disant ça me fait un petit peu moins d'1 an de salaire. Comme ça, si je galère un peu à trouver dès le début, voilà. Sauf que en fait, comme ça a un peu tardé la liquidation et qu'il a fallu continuer à rembourser, en fait, ça a pas mal fondu. Et je suis pas sûre en fait d'avoir quoi que ce soit en septembre comme matelas. Okay. Donc, il va falloir se sortir les doigts et générer dès le début parce que... Gagner de l'argent. Ou produire de l'argent, je ne sais pas. Produire de l'argent, gagner de l'argent dès le début parce que juste avec le salaire de Maxime, ça ne le fera pas. Ok. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu comment... J'ai l'impression que vous avez retrouvé une forme de stabilité, là. Et puis, vous décidez de rebasculer les trucs. C'est une décision que vous avez prise ensemble, j'imagine? Je pense qu'elle n'a pas été consciente. Mais on en a déjà discuté justement où je lui disais, moi j'en ai assez en fait d'être le salaire fixe parce que en fait moi ça fait 2-3 ans déjà que j'aurais bien voulu me reconvertir mais comme il y avait la ferme, que c'était pas stable, que j'étais le seul truc fixe au niveau du budget qui permettait de tenir, c'était pas possible. Okay. Une forme de sacrifice chez toi en tout cas. Oui, c'était pas faisable autrement sur le moment. Je suis allée jusqu'au burn-out parce que j'ai trop tiré. Okay. Donc voilà, il y avait aussi de mon côté... j'ai plus envie en fait d'endosser ce rôle-là. Pendant 10 ans, je l'ai fait et c'était ok. Mais maintenant, qu'on soit à égalité, voire même qu'on échange, en vrai, ça me fait bien envie, quoi. Ok. Et ça tombe bien parce que Maxime avait l'envie inverse. Il a décidé d'être un salaud de bourgeois, de devenir un salaud de bourgeois. Donc ça va être incroyable. En fait, il y a aussi le truc de c'est à ton tour. Ouais. Je veux dire, moi, on a déjà fait mon projet, je veux dire, toute notre vie tournait autour de ça, donc à un moment donné, il faut aussi savoir rendre l'appareil. Et clairement, l'idée, c'était que ce soit ton tour. Donc, il y a aussi ça qui a joué, quoi. C'est cool. Après... Oui, parce que c'est vrai que j'ai toujours bien aimé être instit, mais ça n'a jamais été un projet de vie, quoi. Mais là, t'es plus capable. Non, là, je suis plus capable parce que je suis allée trop loin, mais même le fonctionnariat, j'y suis rentrée parce que
ça me permettait de pas me poser trop de questions. J'avais pas, rien à prouver en fait. Une fois que t'as ton concours, t'as pas d'entretien à passer, t'as ta classe, tout est géré, t'as pas de négociation salariale à faire. Enfin voilà, c'est. Ce qui me pose moi plein de questions. Hein. J'ai été en couple pendant 1 an avec une prof. J'ai découvert le système de l'éducation nationale. J'ai vu ton regard changer sur le métier. Bah déjà, ça m'a ouvert plein de choses. Déjà de voir à quel point c'était compliqué, mais aussi de voir aussi à quel point il n'y avait pas de suivi en fait de carrière des profs. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on les laisse comme ça. Enfin, alors il y a quelques entretiens au long de la carrière, mais je crois que mon ex, elle avait son dernier entretien de sa carrière, elle a 39 ans, quoi. Ouais. Ah bah c'est ça, après tu fais les 20 dernières années, personne vient plus jamais te voir, t'as plus, voilà. Incroyable. L'avancement suit son cours, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai commencé à 1650, 12 ans après, tu vois, j'étais à 2200, bon bah déjà ça avance doucement, et puis et t'as aucune prise en fait. Moi c'est ce manque de contrôle aussi qui commençait à me saouler, parce que voilà, tu peux pas demander de gagner plus. Quand on avait des grosses difficultés, par exemple, j'ai pu demander, je sais pas, aucune avance sur salaire, un truc comme ça. Tu peux écrire des bouquins, si j'ai bien compris, dans le. Ouais, mais enfin. T'as ce truc d'auteur, oui, mais après. Les livres, c'est pas très rémunérateur, hein. Non, c'est pas ce qui te. C'est pas ce que j'allais le dire, mais voilà. Donc voilà. Et puis bah voilà, fallait demander l'autorisation pour tout. Donc en plus, c'est très infantilisant. Moi, j'avais plus envie. Enfin, autant c'est rassurant quand tu sors des études. Tu rentres dans un truc un peu carré où on te dit quoi faire, quand le faire et comment, et bon, très bien. Maintenant, ça suffit. Ouais, là, j'en ai ras-le-bol. Tu es une adulte. Eh ben, un peu, ouais. Je pense que... Ah non, mais si, de ouf. Moi, je sais que c'est d'avoir des enfants qui a commencé à engendrer cette réflexion chez moi et l'envie de changer de carrière professionnelle. Donc, je pense que clairement, ça se joue là. Ok. Trop bien. Ça fait 1h20, les gars. Oh! Est-ce que... On est bavard. Non, mais non, pas du tout. C'était juste pour vous dire qu'on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je vous ai pas amené, dont vous auriez aimé parler? Ils se regardent. Ah oui, je peux regarder, j'avais pris 2-3 notes. Ouais, si. Je veux bien qu'on fasse un point sur l'héritage. Ok. Parce que moi, j'ai un rapport à l'héritage très lié, en fait, à mon enfance et mon adolescence. Parce que, du coup, quand ma mère est décédée, j'ai hérité d'une somme d'argent, peut-être à l'équivalent de 8 000 €, je crois, que mon père a placé sur une assurance vie et que j'ai pu toucher à mes 18 ans. Et en fait, ces 8 000 €, je les ai utilisés pour faire des voyages ou pour me payer des trucs, genre mon piano, voilà, de l'argent plaisir. Okay. Et j'avoue que j'ai jamais eu trop de culpabilité. Enfin, pour moi, c'était de l'argent qui était là pour kiffer. Voilà. Et en discutant avec mon père, justement en préparant notre interview, il m'a expliqué que ma mère avait touché elle aussi un héritage de son père qui est décédé jeune, et elle en a fait exactement la même chose. Elle a utilisé pour se payer des voyages, financer ses études, ses loisirs. Et au contraire, ma belle-mère, avec ses héritages justement auxquels il ne faut pas toucher, on a eu un dos familial parce que elle m'a demandé de m'adopter il y a 2 ans, je crois. Okay. Parce que justement, la crainte, c'était que si mon père mourait avant, ma sœur et moi ne récupérions pas l'entièreté de son patrimoine si on n'était pas adoptés. Okay. Ma sœur a accepté l'adoption, mais pas moi. Pourquoi ? Parce que ça me semblait trop cher payé. C'est-à-dire ? Comment dire, me faire adopter, ça voulait dire avoir son nom sur mon livret de famille à vie, et ça je voulais pas. Ok. Et en plus, moi dans ma tête, j'ai toujours considéré que j'aurais pas d'héritage, parce que comme mon père est pas du genre à accumuler, en fait moi je me suis toujours dit que voilà, peut-être on hériterait de 2-3 meubles, tu vois, 2-3 trucs, mais je me suis jamais construit en me disant ah tiens, je peux compter sur cette somme d'argent. Et tu sais combien il y a? Vous en avez parlé, tu vois? La somme totale? Ouais, je sais pas de. La somme totale, non, je la connais pas parce que ma belle-mère a pas voulu me dire. Du patrimoine de ton père. Ah, de mon père? Ouais. Je sais qu'il a pas d'épargne. Ok. Il a jamais épargné. Waouh. Et donc, il dépense toute sa paye. Il louait, c'est ça, tes parents? Ouais. Ok. Ouais. Donc, voilà, pour moi, hériter, c'était, tu vois, récupérer 2-3 meubles éventuellement, mais pas plus. Donc, en fait, c'est jamais un argent que j'ai attendu. Et me dire que pour l'avoir, déjà, en fait, il y aurait une grosse partie de l'argent qui ne serait pas à mon père, mais à ma belle-mère. Et j'ai pas envie de récupérer de l'argent de sa part. Donc, ça vaut pas le coup.
en fait, de souiller le livret de famille pour l'obtenir. Tu vois. Donc bon, j'ai quand même un petit dos de ce côté-là, mais il y a un côté plutôt pauvre que sale. De m'abaisser. C'est ça. Ouais, exactement. Donc voilà, j'avoue que l'héritage de mon côté, il y a vraiment ce côté genre ça reste compliqué, ça reste tendu avec ta belle-mère aujourd'hui là. Oui, on n'en est plus au stade où on s'engueule et tout, mais j'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit à lui devoir, quoi. On leur laisse pas nos enfants en garde. Ok. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, mais pour moi, ça en dit long sur la confiance qu'il peut y avoir. Et t'es ok, toi, avec l'idée ou... Ah, mais moi, c'est son côté de la famille. Pour le coup, je me décharge un peu de la responsabilité, mais effectivement, je suis en accord avec le fait de ne pas laisser mes enfants en garde à cette personne-là. Ok. Très bien. Mais voilà. Eh ben... On choisit pas ses parents, on choisit encore moins ses beaux-parents. Hein. Ah oui, non, ça je l'ai totalement accepté, mais c'est le choix de mon père. Donc je considère en fait que j'ai pas à en récupérer quoi que ce soit. Oui, c'est sûr. Comme lui, il n'a pas de polémique. Exactement, pas de polémique. Quand tu prends pas ta place, ça laisse l'opportunité aux autres de prendre leur place. Voilà. Imagine que si ton père à un moment donné s'était positionné, peut-être que ça aurait allégé peut-être votre relation, quoi. Peut-être. Après, je sais que lui, ça le pèse, c'est une crainte qu'il a. Hein. Ça s'est matérialisé autour de ma belle-mère, mais je sais qu'il a peur, effectivement, qu'on récupère pas l'entièreté de l'héritage, etc. Il m'a appelé plusieurs fois pour essayer de me convaincre et tout, mais vraiment, c'est pas... dis-lui de prendre sa place aussi en tant que père par rapport à... Ouais, mais on a déjà eu des discussions là-dessus, mais c'est dur à entendre, et puis beaucoup de déni de son côté, donc voilà, je pense que... Non, mais tant que le chemin est pas fait de son côté, en fait, c'est juste... Et pas prêt, quoi. Oui. En tout cas, c'est bien. Bravo de t'être positionné, toi. Je trouve ça cool. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est trop bien. Bon, merci à tous les deux. C'était vraiment super. Merci à toi. On a parlé de plein de trucs, là. C'était vraiment canon. Puis, bon courage pour toutes vos aventures, alors. Ouais, merci. Puis, bon courage, toi, pour dénouer. Ouais, t'inquiète. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Discover Hydro, the best-kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.